C'est long, ça prend du temps. Bonjour à tous, Ben Garneau à l'appareil. Plusieurs me connaissent parce que je fais les films du jour. C'est une longue série que j'ai commencée il y a plusieurs années. Bon, en résumé, je suis à la retraite, j'ai le temps de fouiller l'actualité à tous les jours. Puis très souvent, à chaque semaine, je publie un court résumé de l'actualité. Une manière de rendre service à ceux qui travaillent du lundi au vendredi puis qui n'ont pas le temps de fouiller l'actualité, justement. Puis pendant ce temps-là, c'est long, ça prend du temps. Oui, mais c'est quoi qui est long comme ça? Les arrestations, les révélations. Ils nous ont dit que la première arrestation était pour bouleverser le monde. C'est long, ça prend du temps. Ils nous ont dit aussi que Candace Owens, il y a quelques jours, a été supposée révéler les dessous du couple Macron. Il n'y a rien qui est sorti. C'est long, ça prend du temps. Il y a une autre chose qui était supposée sortir, c'est le Lolita Express, la liste des clients de Epstein. Il n'y a rien qui est sorti, ça nous avait été promis pour il y a 2 semaines. C'est long, ça prend du temps. Alors pourquoi c'est long? Donald Trump, on le voit, il ne contrôle pas tout ce qu'il voudrait. C'est-à-dire que c'est l'homme le plus puissant des États-Unis, c'est l'homme le plus puissant de la planète, mais il ne contrôle certainement pas les agences à 3 lettres, CIA, FBI. Le Deep State, il ne le contrôle pas. Il a été capable jusqu'ici de faire beaucoup de choses. Il est capable de surveiller ses frontières, de contrôler l'immigration, faire le ménage dans l'économie. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, ils vont présenter un budget équilibré. Bon, il est capable de faire beaucoup de choses qui sont très intéressantes. La fin du wokisme, la fin du mouvement LGBTQ, le retour au bon sens, tout simplement. Bon, Donald Trump, finalement, il fait juste commencer son mandat. Tout bien considéré, là, ça va y prendre pas mal de temps avant de ramener tout le monde à l'ordre. Pensons à toute la logistique qu'il faut justement pour mater le FBI, la CIA, et etc. Mais la priorité, ça semble être de ramener la paix sur la Terre. C'est-à-dire qu'il ne veut certainement pas la guerre. Il est comme Vladimir Poutine là-dessus. Il y a 2 chefs d'État qui sont intransigeants et ils veulent la guerre absolument. Ça, c'est le chef d'État de la France et l'autre du Royaume-Uni, sans oublier von der Leyen. Alors, si la priorité, c'est ça, c'est-à-dire empêcher la guerre, le meilleur moyen, c'est peut-être de nuire à leur économie. Ils sont déjà en gros problème économique, tous les pays de l'Union européenne, sans oublier le Canada, bien sûr, qui veut la guerre lui aussi. Est-ce que c'est le prix à payer pour éviter la guerre? Si on avait le choix entre une bonne crise économique ou une guerre de grande ampleur, je n'ai pas dit une guerre mondiale, juste une guerre de grande ampleur en Europe, encore une fois. C'est un choix à faire. Je pense qu'une crise économique ne durerait pas vraiment longtemps parce que il nous parle toujours du Great Reset, c'est-à-dire que si on souffre 2 semaines ou 3 semaines, le temps de casser l'Union européenne, ça y est, la guerre est finie. Je pense que le but de Donald Trump, c'est vraiment ça, de casser l'Union européenne, première des choses. Sans oublier le Canada. Il faut casser le Canada aussi, qui veut la guerre, évidemment. Bon, donc si Donald Trump veut éviter la guerre, une bonne crise économique de grande ampleur, ça pourrait effectivement éviter la guerre, je le pense. Ça pourrait aussi nuire énormément à des bonhommes comme, pensons à Soros, pensons aux grands de ce monde qui détiennent des fortunes colossales, justement, pour financer la guerre. En immobilisant l'Ukraine, Donald Trump il ferme le robinet, c'est-à-dire que l'argent arrête de couler comme de l'eau en Ukraine, puis partout dans le Parti démocrate, puis quelques membres du Parti républicain aussi. La première étape, donc, ça pourrait être de détruire l'économie, surtout en Europe, là. Et ensuite, mater tout le monde, faire des arrestations qui s'imposent, c'est-à-dire immobiliser justement des bonhommes comme Soros, Schwab, la Banque mondiale, tout ça. C'est une possibilité. C'est comme ça qu'on pourrait éviter la guerre. On se souvient des slogans, The best is yet to come, Trust the plan, where we go on, we go all. Mais ce n'est qu'une possibilité. J'essaie d'envisager les 2 possibilités. Il y aura une guerre de grande ampleur ou il n'y en aura pas. En cas de guerre de grande ampleur, à quoi s'attendre? Ah oui, c'est une possibilité qu'il faut envisager. Ça se passerait comment? On sait que les pays membres de l'Union européenne et le Canada sont vraiment ruinés. Leur économie est détruite.
qu'est-ce qui a causé ça? C'est tout de suite quand le COVID est arrivé, ils ont confiné les pays. Ensuite, ils ont armé l'Ukraine, ils ont envoyé des tonnes d'argent à l'Ukraine. L'économie de tous ces pays-là, Union européenne et Canada, c'est fini. La guerre ne pourrait pas durer longtemps parce que les Russes sont vraiment beaucoup plus forts. Donc, je ne m'attends pas à un conflit tellement énorme, tellement meurtrier, parce qu'ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour acheter toutes ces armes-là et pour les produire. Ça serait une petite guerre, mettons, une petite guerrette peut-être, si on peut appeler ça comme ça. Mais revenons à Donald Trump. Donc, il a été assermenté le 20 janvier, ça fait quelques jours seulement qu'il est au pouvoir. Donc, je compare l'assermentation de Donald Trump souvent au débarquement du 6 juin 1944. Bon, le débarquement a eu lieu, on le sait, 6 juin 1944, mais l'armistice, ça a été signé 11 mois plus tard, en mai 1945. Ça a pris 11 mois pour nettoyer l'Europe. Combien de temps ça va prendre de temps? Combien de temps que ça va prendre pour nous libérer du Deep State? Ça risque de prendre autant de temps, sinon plus, parce qu'oublions pas qu'ils sont infiltrés partout. Il y en a beaucoup aux États-Unis, Canada, tous les pays membres de OTAN et Union européenne. Tous les localiser puis tous les dégommer, ça risque d'être très long. Donc, le Deep State risque d'être nuisible encore pendant plusieurs mois, peut-être même un an ou deux. Il va falloir qu'on soit patient. Ça prend du temps, c'est long, mais on va en venir à bout, j'espère. C'est rien qu'une question de temps. Bon, de quoi le monde aura l'air dans un an ou deux? Il y a deux écoles de pensée. Il va y avoir une guerre de grande ampleur ou on se dirige vers la paix mondiale. En tout cas, je connais les prophéties bibliques, puis j'ai un doute sur la paix mondiale. En tout cas, ceux-là qui disent Trust the plan, where we go on, we go all, the best is yet to come. Si c'est eux qui ont raison, ben tant mieux, je vais être bien content. Mais si on a une guerre de grande ampleur, quand même, en Europe, ben ça va confirmer tout simplement que j'avais raison de croire les écrits bibliques et coraniques. On verra. Et puis, en ce qui concerne le système monétaire, personnellement, je suis convaincu que le système monétaire est en danger, en ce sens qu'on n'aura pas le choix d'adopter l'identité numérique et la monnaie numérique. À bien y penser, c'est une bonne chose parce que c'est la fin de la corruption, l'identité numérique et la monnaie numérique. C'est la fin des enveloppes brunes. Tu sais, je te donne 10 000 $, rends-moi ce petit service-là. Non, parce que tout est enregistré dans les banques de données. Tu vas voir le gouverneur, tu as accepté 25 000 $ de telle compagnie. C'est quoi ça? C'est enregistré. Ah ben là, j'ai fait une petite erreur. Tu sais. Ils vont tous se faire attraper avec l'identité numérique et la monnaie numérique. Je le sais, pour quelqu'un qui croit en la Bible comme moi, ben, c'est pas souhaitable d'avoir l'identité numérique et la monnaie numérique. Vous savez, la marque sur la main et la marque sur le front. Mais je vois pas d'autre moyen d'éliminer la corruption. Une fois qu'on l'aura, l'identité numérique et la monnaie numérique, ça va être une bonne chose ou une chose malfaisante, ça dépend de ce que nos dirigeants vont faire avec ça. Ça dépend aussi de à quel point les moyens de pression de la population pour les inciter à utiliser ça correctement seront puissants. Je veux dire, s'ils veulent nous contrôler, nous surveiller, savoir où nous sommes à chaque instant de la vie, évidemment que ça va être une mauvaise utilisation. Ça va être là que les populations devront se soulever contre l'identité numérique et contre la monnaie numérique. En tout cas, contre la surveillance de masse qui découle de tout ça. C'est le gros danger, je pense, pour les, peut-être pas 12 mois, mais 24 prochains mois. Maximum 24 mois, puis on va l'avoir. On n'aura pas le choix. Maintenant, pour terminer, je voulais parler un peu des sanctions économiques. Bon, il y a une guerre économique entre le Canada et les États-Unis, mais pas que. Beaucoup de pays aussi ont des problèmes avec les États-Unis, avec l'exportation. Il y a des pays qui réagissent différemment, comme le Brésil. Ils ont subi des sanctions économiques de la part des États-Unis. Ils ont décidé de ne pas réagir. Ils n'ont pas mis une surtaxe en quelque part à l'exportation aux États-Unis. Bon, c'est bien, tandis que des gouvernements comme le Canada et la province de Québec et l'Ontario, on répond aux sanctions économiques de Donald Trump. C'est-à-dire que on pénalise notre population. Voyez-vous, quand Donald Trump impose des sanctions économiques sur l'aluminium de la province de Québec,
Ford, GM, Chrysler, les constructeurs automobiles américains importent notre aluminium, c'est eux autres qui payent. Ça ne nous coûte pas une scène. Mais quand Legault répond avec d'autres sanctions économiques, ça permet à Donald Trump de voir qui sont les mauvais chefs d'État qui ne se soucient pas du bien de leur population. Parce que les sanctions économiques qu'on impose aux États-Unis, c'est nous qui les payons. Ça lui permet justement de voir qui sont les bons chefs d'État et qui sont les mauvais chefs d'État. Je répète que le Brésil, ils ont décidé de ne pas répondre aux sanctions économiques des États-Unis. Et ça, c'est un moyen de ne pas pénaliser la population du Brésil. Bon, ben c'est très bien. Et une autre considération, est-ce que ce serait une bonne chose que le Canada devienne le 51e État des États-Unis? Certainement, mais moi je serais beaucoup plus à l'aise de dire que chaque province devrait devenir un État américain. Le Québec, l'Ontario, le Manitoba, Saskatchewan, parce que les provinces de l'Est et les provinces de l'Ouest, ils n'ont pas les mêmes priorités que les provinces du centre aussi, ils n'ont pas les mêmes priorités. Les provinces maritimes aussi, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques économiques. Moi je pense que si chaque province devenait un État américain, ça ferait 60 États de plus, au total, 10 États canadiens de plus. Oui, là, dans ces conditions-là, je serais parfaitement à l'aise qu'on devienne des citoyens américains. Justement, au sujet des tarifs et des contre-tarifs, il y a une journaliste du Journal de Montréal qui s'appelle Nathalie Elgrabli. Elle décrit très bien la situation. Je vais vous présenter un petit bout de vidéo et en commentaire sous cette vidéo, je vais vous mettre le lien pour voir le film au complet. Alors, voici l'extrait vidéo. Mais là, on dirait qu'ils ont presque sauté sur l'occasion. Oui. Mais quand je regarde ça, je me dis, je comprends qu'ils ont sauté sur l'occasion. Parce que si on nous avait dit, imagine ça, Dominique. Est-ce que c'est bon? Tu ouvres le journal le matin, puis on te dit, eh bien, les 15% TPS TVQ, oubliez ça, dorénavant, ça va être 44%. On s'arracherait les cheveux. Oui. On serait tous dans la rue en train de manifester. En fait, le tarif de 25% combiné avec la TPS, le TVQ sur le tarif, c'est exactement comme si notre 15% augmentait à 44%. Mais ce que je retiens, et on va se laisser là-dessus, les gouvernements sont contents. Girard disait hier en entrevue, j'ai plus de revenus qu'avant, on va peut-être avoir un déficit réduit. Ils sont contents, ils ne peuvent pas se réjouir, mais ils sont contents, ils vont empocher des revenus accrus. Et non seulement, donc, ils sont capables de faire quelque chose qu'ils n'auraient jamais été capables de faire autrement, c'est-à-dire alourdir le fardeau fiscal, mais la cerise sur le sundae, la population est contente, ils en redemandent et ils passent pour des super-héros, alors que ce sont des super-héros. Merci beaucoup, Nathalie. Nathalie Elgrabli, mais elle a tellement raison. Si je prends le cas de Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, il a décidé d'imposer une taxe sur l'électricité, une taxe à l'exportation de 25%. Bon, il a passé pour un super-héros, on l'a appelé le Capitaine Canada, celui qui défend le pays, à défaut d'avoir un premier ministre. Trudeau, McCartney, il n'était pas encore élu à ce moment-là. Moi, quand j'ai vu les vidéos passer sur Cube Radio, je les ai écrits en commentaire, parmi tous les commentaires qu'ils reçoivent, ils recevaient des dizaines de commentaires. Êtes-vous sérieux, augmenter les tarifs d'électricité de 25%? Donald Trump, il a juste à doubler. Il a juste à monter à 50%. Puis ça y est, quelques jours plus tard, c'est en plein ce qui se passait. Évidemment qu'il était pour ne pas réagir, Donald Trump. Donc, il a passé de 25% à 50%. Il a taxé l'aluminium de la province de Québec, imaginez. C'est Doug Ford qui impose la surtaxe en Ontario, puis c'est la province de Québec qui écope. Heureusement, ils ont décidé de refuser. Doug Ford il a été obligé de reculer publiquement. Effectivement, Nathalie Elgrabli a raison. Il est passé de super-héros à gros zéro dans l'opinion publique. Les journalistes, ils n'en parlent plus de Doug Ford. C'est vraiment honteux ce qu'il a fait. C'est une comédie. Ça n'a aucun sens. Bon, pour terminer, je dirais que, tout bien considéré, il y a 4 ans et demi, nous étions en pleine campagne électorale Joe Biden contre Donald Trump. Je me souviens, j'avais dit à ce moment-là dans une vidéo, c'est pas une élection ordinaire. C'est une guerre à mort entre les démocrates et les républicains.
Bon, aujourd'hui, 4 ans et demi plus tard, ben, la guerre à mort entre les démocrates et les républicains n'est pas terminée. Ça, c'est une image qui date d'il y a quelques jours seulement. Il y a eu un genre de discours sur l'état de l'Union. Alors, il y avait beaucoup de monde, républicains et démocrates, et il y a une partie de la salle qui applaudissait à tout rompre Donald Trump, et l'autre partie de la salle, peu importe ce que Donald Trump disait, ils étaient contre. Même quand Donald Trump a annoncé la libération d'un prisonnier américain en Russie, ce qui est une excellente nouvelle, ben les démocrates n'étaient pas de bonne humeur. Oh non, la guerre entre les démocrates et les républicains n'est pas terminée, loin de là. Toujours en tout temps et en tout lieu, on a vu les Américains respecter leur pays, leur religion et leur président, leur drapeau. C'est une question de fierté nationale pour eux autres de respecter leur pays. Peu importe le président qui s'assit à la Maison-Blanche, que ce soit Bush, Clinton, Obama, à chaque nouvelle élection, on se rallie au nouveau président. C'est la première fois de l'histoire des États-Unis qu'on voit une partie de la population qui s'oppose à son président, nouvellement élu. Et ça démontre bien qu'il y a une guerre en cours qui continue aux États-Unis entre démocrates et républicains. Bon, Donald Trump a gagné. Cette guerre-là n'est pas finie. Oh non, loin de là. Il y en a qui risquent leur vie. Ben, je pense à Donald Trump. Le proverbe dit jamais 2 sans 3. J'espère qu'il ne lui arrivera rien. Robert Francis Kennedy Jr., Kash Patel, tous ces gens-là qui sont près de Donald Trump, Elon Musk, ils risquent leur vie. En tout cas, j'espère que tous ces gens-là seront en parfaite sécurité, surtout pour les 2 prochaines années. Je parle des 2 prochaines années parce que ça achève. Moi, je leur donne 2 ans pour éliminer le Deep State aux États-Unis au complet. Pour éliminer le Deep State partout dans le monde, ça va peut-être prendre 1 année ou 2 de plus. On verra dans la suite des temps. Bon, nous savons que pour la première fois depuis 1974, Trump et Musk ont l'intention d'auditer Fort Knox, c'est-à-dire d'aller voir s'il y a vraiment de l'or ou s'il manque de l'or à Fort Knox. Imaginez s'il manquait une quantité d'or importante à Fort Knox, comment les bourses réagiraient quand on sait qu'en théorie, la valeur du dollar américain est basée sur l'or. Quand on sait que l'arme préférée des démocrates, c'est l'argent. Imaginez une forte dévaluation de la valeur du dollar américain. Ça nuirait énormément aux démocrates. Alors, est-ce que c'est ce qui pourrait se passer? Dans une de ses vidéos récentes, Antoine de Alliance 2020 nous rappelle que Dominique Strauss-Kahn, c'était le directeur général du Fonds monétaire international. Et ceci nous rappelle une ancienne théorie de la conspiration. Pourquoi Dominique Strauss-Kahn a-t-il été, justement, au moment où il allait à New York, mis en état d'arrestation pour une affaire d'agression sexuelle? Est-ce que c'était un coup organisé, justement, par les démocrates? Et pourquoi c'est une théorie du complot? Imaginez un instant que il fallait absolument pas que Dominique Strauss-Kahn aille vérifier l'or de Fort Knox. Bon, on lui envoie justement une histoire d'agression sexuelle, on le met en état d'arrestation, et l'histoire finit là. Évidemment, on met en sourdine l'histoire comme quoi Dominique Strauss-Kahn voulait vérifier l'or à Fort Knox, et ça devient automatiquement, évidemment, une théorie de la conspiration. Bon, je reviens à ça. Si jamais Trump et Musk vont vérifier la quantité d'or à Fort Knox, ça risque d'être absolument spécial. Bon, imaginez la situation, il n'y a plus d'or à Fort Knox. On vient d'enlever tous les moyens dont disposaient justement les démocrates, le Deep State aux États-Unis et en Union européenne. Plus d'argent. Il ne reste plus qu'à installer ce qui était prévu d'avance depuis longtemps, c'est-à-dire le nouveau système économique mondial, le Great Reset. Pendant ce temps-là, les pays membres des BRICS survivent très bien, puisqu'ils utilisent un système différent, parallèle au système monétaire américain. Et voilà, on repart à zéro, c'est le Great Reset. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit merci, portez-vous bien et à la prochaine.